Pardon, j'avais un problème de connexion. Maintenant, on reprend. Donc, le diagnostic de rhinopharyngite, donc, il est facile à faire par tous les praticiens, notamment par vous. D'accord? Vous me recevez, les jeunes? Est-ce que vous êtes là? OK. Donc, par rapport au diagnostic d'une rhinopharyngite, il est très facile à faire. Donc, OK. Donc, il est très facile à poser par tous les praticiens, notamment par les généralistes, par les spécialistes. Il n'y a aucun problème à poser le diagnostic d'une rhinopharyngite. Maintenant, se pose le problème de prescrire un antibiotique ou de ne pas prescrire un antibiotique. C'est là le problème des rhinopharyngites. Je vous ai dit tout à l'heure que 40% des rhinopharyngites bénéficiaient d'une antibiothérapie à tort, alors qu'il n'y a aucun effet positif de l'antibiothérapie. Il faut savoir aussi que l'antibiotique ne prévient pas les complications. Il n'y a pas lieu de prescrire un antibiotique dans un but de prévenir une éventuelle complication. Il y a des études randomisées qui ont été faites et qui ne justifient en aucun lieu la prescription de l'antibiotique. Maintenant, concernant l'examen clinique d'un patient qui présente une rhinopharyngite, donc vous aurez toujours des signes généraux à type de fièvre, qui est généralement brutale, de courte durée, de 38 à 39 degrés. Les signes fonctionnels, vous avez deux signes fonctionnels importants, c'est l'obstruction nasale et la rhinorrhée. L'examen physique, quant à lui, il va montrer une rougeur diffuse de l'oropharynx. Vous aurez aussi une congestion endonasale à l'examen rhinoscopie. À la rhinoscopie antérieure, vous aurez une congestion endonasale avec des sécrétions qui peuvent être, claires, purulentes ou mycopurulentes. Il faut savoir que le caractère purulent ou mycopurulent de la rhinorrhée ne justifie pas une antibiothérapie. D'accord? On peut avoir des surinfections qui sont localisées sans risque d'extension de cette infection. Donc, il n'y a pas lieu de prescrire un antibiotique devant une rhinorrhée purulente. D'accord? Ou verdâtre ou verdoyante. D'accord? Donc, concernant l'examen physique, vous aurez aussi une participation amygdalienne avec une congestion de la loge amygdalienne. Vous aurez une réaction du relais ganglionnaire du rhinopharynx, à savoir les adénopathies jugulo-carotidiennes, le niveau moyen. Donc, vous aurez des adénites réactionnelles et vous aurez aussi une atteinte du ganglion sous-digastrique. Il faut savoir que le ganglion sous-digastrique, appelé aussi le ganglion de Kuttner, ce ganglion constitue le carrefour de l'ensemble de la chaîne lymphatique cervicale, c'est-à-dire l'atteinte la plus fréquente, la plus fréquemment retrouvée dans les adénopathies cervicales, c'est le sous-digastrique. Pourquoi? Puisque c'est un confluent lymphatique de tout le réseau lymphatique cervical. C'est pour ça que le ganglion sous-digastrique ou le ganglion de Kuttner est le plus souvent atteint soit par les métastases ganglionnaires ou par les infections, notamment les infections virales ou les extensions des infections bactériennes. L'examen des tympans est systématique. Pourquoi? Puisque parmi les complications des rhinopharyngites, on a les otites moyennes aiguës. Cependant, au cours d'une rhinopharyngite banale, il est habituel de trouver une otite congestive, d'accord, un aspect de tympan congestif sans otite hyperalgique, ou parfois on a de véritables otites moyennes aiguës et qui justifient là une antibiothérapie. Il faut savoir que l'otite moyenne aiguë constitue une complication des rhinopharyngites et justifie une antibiothérapie. Donc, vous savez tous que la muqueuse de l'oreille moyenne, elle est de type respiratoire, c'est-à-dire pseudostratifiée, ciliée. Donc, vous avez le mucus qui est sécrété à l'intérieur de l'oreille moyenne. Ce mucus-là va être drainé par les cils vibratiles vers la trompe auditive. Et par la suite, ce mucus-là va être en quelque sorte projeté ou éjecté dans le rhinopharynx. Il sera dégluti par la suite. Maintenant, au cours d'une rhinopharyngite, vous aurez une catharée tubaire, c'est-à-dire une inflammation de la trompe auditive. Cette inflammation va réduire le diamètre de passage des sérosités. Donc, on aura une accumulation de sécrétion au niveau de l'oreille moyenne ou de la caisse du tympan.
Ces sécrétions peuvent se surinfecter par la suite et donner une otite moyenne aiguë. Maintenant, si ces sécrétions ne se surinfectent pas, ici ça évolue selon un mode subaigu ou chronique, on pourra avoir ce qu'on appelle l'otite séromuqueuse. Je crois que vous avez déjà fait le cours des otites infectieuses, normalement avec Dr Zitoni. Maintenant, on continue. Vous me recevez les jeunes. OK. Donc, concernant l'évolution et les complications, il faut savoir que la rhinopharyngite, c'est une pathologie bénigne. Donc, elle va guérir spontanément, même si on ne prend pas de traitement au bout de 7 à 10 jours. La fièvre, elle dépasse rarement les 4 jours. La rhinorrhée et la toux peuvent se prolonger au-delà d'une semaine, dans 10% des cas. L'évolution vers une rhinorrhée mucopurulente ou purulente est habituelle et ne justifie pas une antibiothérapie. D'accord? Donc la rhinorrhée purulente ou mucopurulente, on peut prescrire les traitements symptomatiques dont on va parler tout à l'heure sans prescrire une antibiothérapie. Donc le caractère mucopurulent-purulent de la rhinorrhée ne constitue pas une indication d'une antibiothérapie au cours d'une rhinopharyngite. Maintenant, pour les complications. Les complications, vous les connaissez tous. Donc, au cours d'une rhinopharyngite, je vous ai dit tout à l'heure, par atteinte de la trompe auditive, par inflammation de la trompe auditive, on aura une réduction du diamètre de cette dernière, accumulation du mucus à l'intérieur de l'oreille moyenne, et ce liquide-là va se surinfecter parce qu'il n'est pas drainé, il va stagner dans l'oreille moyenne, il va être infecté par les germes saprophytes, notamment le streptocoque pneumoniae, l'Haemophilus influenzae, la Varicella catarrhalis, qui sont des germes qui sont trouvés dans le... Donc, concernant l'otite moyenne aiguë, donc c'est une complication redoutable. Pourquoi? Parce que, parce que cette complication peut générer aussi une mastoïdite, un abcès du cerveau, une thrombose de sinus latéral, une paralysie faciale. Donc, c'est une complication à redouter. C'est pour ça qu'on doit prescrire les antibiotiques. Maintenant, pour les sinusites, vous connaissez tous que le sinus maxillaire, il est tapissé d'une muqueuse de type respiratoire, pseudostratifié cilié avec des cellules à mucus. Donc, les cellules à mucus vont sécréter le mucus et les cellules ciliées vont drainer, le mucus vers le méa moyen qui sera, qui sera par la suite, par les mouvements de balayage, propulsé vers les fosses nasales et qui sera dégluti. Donc, même chose, sous l'effet des inflammations et des infections répétées, vous aurez une congestion du méa moyen. Cette congestion du méa moyen va retarder le drainage mucociliaire et vous aurez une stagnation des sécrétions au niveau des sinus et par la suite, vous aurez une sinusite. Il faut savoir que la rhinopharyngite est très fréquente chez l'enfant et le nourrisson chez la population pédiatrique. De ce fait, la sinusite la plus fréquente est l'ethmoïdite aiguë. Donc, pourquoi l'ethmoïdite aiguë? C'est parce que c'est le seul sinus qui est développé chez l'enfant. D'accord? Donc, l'ethmoïde est le seul sinus qui est développé chez l'enfant. Le sinus maxillaire, il n'est pas assez développé. D'accord? C'est à partir de l'âge de 12 à 13 ans qu'on aura tous les sinus qui seront développés. Maintenant, concernant les autres complications, vous avez l'otite moyenne aiguë, les sinusites, les conjonctivites purulentes du nourrisson constituent aussi un motif de prescription d'antibiotiques. D'accord? Donc, devant une conjonctivite purulente associée à une rhinopharyngite et une otite moyenne aiguë, là, il y a lieu de prescrire une antibiothérapie. Comme autre complication, vous aurez les angines érythématopultacées. Vous avez fait le cours tout à l'heure, normalement des angines et de ces complications.
Donc, une angine érythématopulsacée peut évoluer vers un phlegmon périamygdalien. Et le phlegmon périamygdalien peut fuser dans les espaces profonds du cou et vous aurez ce qu'on appelle les médiastinites ou les cellulites expansives. Les laryngites, donc une rhinopharyngite peut se compliquer d'une laryngite, notamment struduleuse sous-glottique dyspnéisante, qui constitue une urgence absolue. Les adénophlegmons cervicaux, je vous ai dit tout à l'heure, il y a que le drainage lymphatique du rhinopharynx, donc suite à une infection virale, on peut avoir des douleurs ganglionnaires qui sont réactionnelles à l'infection rhinopharyngée. Maintenant, en cas de suppuration, on peut avoir une extension de cette suppuration vers les ganglions qui drainent cet organe et vous aurez par la suite ce qu'on appelle les abcès ganglionnaires ou les adénophlegmons cervicaux. Les complications pulmonaires et digestives, donc l'extension de l'infection virale peut être responsable de bronchite, de bronchiolite ou voire même de gastroentérite. Maintenant, en pratique, on peut dégager des signes qui suggèrent la survenue d'une complication bactérienne. Donc, vous, quand vous allez consulter l'enfant ou le patient, vous devez l'avertir sur les éventuels signes de surinfection bactérienne. Et en cas d'apparition de ces signes, le patient doit reconsulter afin de prescrire une antibiothérapie. D'accord? Donc, en premier lieu, on ne prescrit pas une antibiothérapie. On explique au patient, monsieur, si vous avez une gêne respiratoire, une fièvre qui persiste au-delà de 3 jours, la persistance et la non-amélioration de la toux, de la rhinorrhée et de l'obstruction nasale au bout de 10 jours, l'irritabilité et les réveils nocturnes, une otalgie, une otorrhée, une conjonctivite purulente, un œdème palpébral, des troubles digestifs ou une éruption cutanée, monsieur ou madame, devant ces signes-là, ou si vous avez un de ces signes, vous devez reconsulter afin de vous prescrire une antibiothérapie. Là, le patient va partir avec un traitement symptomatique et en cas d'apparition de ces signes qui seraient en faveur d'une surinfection bactérienne, il doit reconsulter afin de se faire prescrire une antibiothérapie. Maintenant, il faut avoir à l'esprit certains facteurs de risque de survenue des complications bactériennes. Donc, maintenant, vous recevez un patient, vous allez lui prescrire un traitement symptomatiques à type d'antipyrétique, on va les citer tout à l'heure. Maintenant, devant des patients qui présentent une anémie, une immunodépression, un RGO, là, il faut être vigilant. D'accord? Devant ces signes-là, il faut être vigilant. C'est des patients qui compliquent, d'accord? Et qui vont développer probablement une surinfection bactérienne. D'accord? Notamment l'immunodépression, l'anémie, l'RGO, la fente vélopalatine, le tabagisme actif et passif, les antécédents de récidive d'otite moyenne aiguë, plus de 3 otites moyennes en 6 mois. Là, c'est un facteur de risque, c'est des patients à surveiller. Maintenant, si l'âge, le pic d'incidence des otites moyennes aiguës se trouve entre 6 mois et 2 ans, la vie en collectivité chez l'enfant est gardée en crèche ou en collectivité, il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un facteur de risque. Ok. Donc, il s'agit d'un facteur de risque de surinfection bactérienne. La vie en collectivité constitue un facteur de risque de surinfection bactérienne. Pour les rhinopharyngites chroniques, personnellement, je ne peux pas vous parler de rhinopharyngite chronique. Je pense que c'est des rhinopharyngites qui ont une évolution subaiguë, d'accord?
je vous citerai tout à l'heure quelques causes de rhinopharyngite chronique ou c'est une rhinopharyngite récidivante. Donc, concernant l'RGO, donc l'RGO modifie l'évolution, il faut savoir que l'acidité constitue, premièrement, l'acidité du reflux gastro-œsophagien constitue un élément agresseur de la muqueuse oropharyngée, d'accord? Ce qui va fragiliser la première barrière muqueuse par rapport au germe. Maintenant, il y a aussi un autre truc, l'RGO va modifier, cette acidité va modifier le pH de la région oropharyngée et rhinopharyngée, et par la suite, on aura un déséquilibre de la flore commensale oropharyngée. Ce déséquilibre-là va être propice au développement de certains germes par rapport à d'autres. C'est pour ça que l'RGO est incriminé dans la survenue de complications. D'accord? Donc, concernant les rhinopharyngites chroniques, il faut savoir qu'on incrimine en premier lieu l'hypertrophie des végétations adénoïdes. D'accord? Vous connaissez tous les végétations adénoïdes. Donc, les végétations adénoïdes, c'est un organe lymphoïde qui se trouve, c'est ce qu'on appelle aussi l'amygdale pharyngée. L'amygdale pharyngée, d'accord? Donc, la végétation adénoïde, c'est un organe lymphoïde qui se trouve dans le toit du cavum. Cet organe-là a pour rôle c'est la période d'adaptation de l'enfant, donc il va participer à la genèse des anticorps, et une fois à l'adolescence ou à l'âge adulte, donc ces végétations adénoïdes vont disparaître, vont s'atrophier par la suite, vont disparaître puisqu'ils n'auront pas de rôle. Cependant, certains enfants ont des hypertrophies des végétations adénoïdes avec des obstructions nasales, des rhinorrhées qui sont quasi constantes. Et cette hypertrophie des végétations adénoïdes est pourvoyeuse d'infections respiratoires basses, puisqu'en quelque sorte, elle constitue un gîte de germes qui va propulser des germes vers l'arbre respiratoire ou l'arbre trachéobronchique. Donc, ces végétations, chez certains malades, donc ils persistent, ils provoquent plein de pathologies, notamment respiratoires. Et vous avez aussi l'otite séromuqueuse chez l'enfant qui est très fréquente. Pourquoi? Puisque les végétations adénoïdes vont obstruer les trompes. Donc, vont obstruer les trompes auditifs et les trompes auditifs, donc une fois obstruées, donc vous aurez l'otite séromuqueuse, l'accumulation de liquide séreux en rétrotympanique. Ça, c'est à propos des végétations adénoïdes. Maintenant, concernant les formes cliniques, donc vous avez la forme du nouveau-né. Donc, il faut savoir que l'obstruction nasale est plus gênante chez le nouveau-né. Pourquoi? Puisque le nouveau-né a une respiration strictement nasale. D'accord? Donc, le fait d'avoir une rhinopharyngite peut provoquer une détresse respiratoire chez le nouveau-né. D'accord? D'où l'intérêt de faire des mouchages répétés, soit au sérum salé ou aux autres solutions, notamment le sérum hypertonique. Pour le nourrisson, donc, il a une respiration bruyante. Donc, c'est un enfant qui respire généralement la bouche ouverte. Maintenant, pour les formes adultes, je vous ai dit tout à l'heure que les végétations adénoïdes vont s'atrophier chez les adultes à partir de 16 ans. Il y a des patients chez qui on a des reliquats de végétation adénoïde, c'est-à-dire c'est un adulte avec persistance de reliquats adénoïdes. كما يقولوا عندنا احنا عنده اللحمات تلقى un adulte يقول لك عندي اللحمات في خشمي. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les reliquats de végétation adénoïde, c'est-à-dire les végétations adénoïdes, au lieu de s'atrophier, ils vont persister, causant ainsi une obstruction nasale permanente, des surinfections répétées. C'est l'indication de les enlever. C'est ce qu'on appelle l'adénoïdectomie. Tout à l'heure, je vais vous citer les indications et les contre-indications des adénoïdectomies. Maintenant, les formes ventilatoires, donc vous aurez
une obstruction nasale qui sera responsable d'une respiration buccale stricte et vous aurez ce qu'on appelle l'apnée du sommeil qui est responsable de mort subite. Maintenant, la rhinopharyngite chronique, c'est ça, rhinopharyngite allergique. Pour moi, c'est la seule rhinopharyngite chronique typique. D'accord? Sous l'effet de l'allergie et des réactions allergiques endonasales, notamment l'écoulement nasal, le prurite nasal et les larmoiements, on aura un stade, un, un état inflammatoire chronique endonasal. Vous aurez ce qu'on appelle les rhinosinusites allergiques. C'est une réaction de toute la muqueuse endonasale et endosinusienne. Le traitement de la rhinopharyngite aiguë, je vous ai dit tout à l'heure, pas d'antibiotiques. Il faut savoir qu'aucun antibiotique, vous pouvez lire les notices, aucun antibiotique ne dispose d'autorisation de mise sur le marché d'AMM pour la rhinopharyngite. Donc, il ne faut pas prescrire d'antibiotiques au cours d'une rhinopharyngite, sauf si elle est associée à une otite moyenne aiguë, à une sinusite aiguë ou les complications suscitées. Donc, le traitement, donc l'attitude thérapeutique, ça sera des antipyrétiques, du paracétamol, lavage des fosses nasales au sérum isotonique ou hypertonique, qui doit être tiède. Donc, le fait qu'il soit tiède, ça a une action mucolytique, d'accord? Ça a une action mucolytique sur le mucus qui est épais. Donc, le fait d'utiliser une solution hypertonique qui soit tiède, donc ça va vous aider à dissoudre le mucus épais. Et il faut aussi informer les parents et le patient sur les éventualités de l'apparition d'une complication, surtout chez les patients qui ont des facteurs de risque. Chez les patients qui ont des facteurs de risque, là, il faut s'alarmer, il faut dire, faites attention, vous pouvez avoir ce genre de complications, et si vous avez ce genre de complications, reconsultez en urgence. Vous me recevez? Vous me recevez? Allô, allô? Allô? OK. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, aucun antibiotique ne bénéficie d'autorisation de mise sur le marché. Voilà. Donc, l'algorithme décisionnel devant une rhinopharyngite aiguë, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, rechercher une complication bactérienne et rechercher les facteurs de risque. D'accord? Maintenant, s'il s'agit d'une rhinopharyngite non compliquée, bémol, traitement, informer les parents et le patient sur les éventuels signes de complications et commencer un traitement symptomatique. Maintenant, si vous avez des facteurs de risque, c'est un traitement symptomatique avec plus de vigilance. S'il y a apparition de complications, débutez une antibiothérapie. D'accord? Maintenant, si la rhinopharyngite est d'emblée bactérienne, c'est-à-dire il y a des complications d'emblée, vous commencez une antibiothérapie qui sera adaptée au type de pathologie. Si vous avez une sinusite, vous avez donc l'amoxiclave, d'accord, en première intention. Maintenant, si vous avez une otite moyenne aiguë, il vaut mieux commencer par de l'amoxicilline. D'accord? Maintenant, pour les rhinopharyngites aiguës ou récidivantes, donc le caractère chronique fait que généralement les sécrétions mucopurulentes sont très épaisses, d'où l'intérêt de prescrire des mucolytiques. D'accord? Certains auteurs parlent d'une indication d'anti-inflammatoire et d'anti-hypérétique. La corticothérapie en cas de complications, elle est indiquée beaucoup plus dans les laryngites dyspnéisantes. L'antibiothérapie par voie générale, en cas de surinfection locale ou de complications, par voie orale, non pas par voie générale. Hein, d'accord? Donc par voie orale. L'antihistaminique en cas d'allergie, les oligoéléments pour renforcer le système immunitaire, et donc le fer sera proposé en cas de carence martiale. Maintenant, concernant l'adénoïdectomie, c'est l'ablation des végétations adénoïdes. Donc c'est un geste assez simple qui prend même pas 5 minutes avec un adénotome qu'on introduit sous le voile du palais. On va faire l'adénoïdectomie, c'est-à-dire on va faire l'exérèse des végétations adénoïdes. Les contre-indications sont les troubles de la crasse sanguine qui constituent une contre-indication en tous les actes chirurgicaux. La division vélopalatine, des infections en cours. Maintenant, si le patient vient vous voir avec une importante rhinopharyngite purulente avec de la fièvre, il n'y a pas lieu de le toucher. D'accord?
Il faut temporiser, le mettre sous traitement et le revoir après 15 jours. Maintenant, de plus, il n'est pas conseillé de faire une adénoïdectomie avant l'âge de 1 an, puisqu'il y a un fort risque d'inhalation de sang. D'accord? Les indications d'adénoïdectomie, donc c'est les rhinopharyngites récidivantes ou compliquées. D'accord? C'est beaucoup plus récidivantes. C'est pas toutes les rhinopharyngites. Donc, maintenant, si vous avez une rhinopharyngite qui se complique d'une otite moyenne aiguë, premier épisode, il n'y a pas lieu d'indiquer une adénoïdectomie. D'accord? C'est le caractère récidivant des otites moyennes aiguës ou des rhinopharyngites qui nous pousse à faire ce geste chirurgical. En cas d'obstruction ventilatoire importante, c'est-à-dire c'est chez les patients qui ont une hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes, c'est carrément une détresse respiratoire, c'est l'indication, il faut lever l'obstacle, à savoir faire une amygdalectomie et une adénoïdectomie. L'adénoïdectomie peut se faire à partir de l'âge de 1 an, d'accord? Théoriquement. Elle se fait sous anesthésie générale et elle peut aussi se faire sous anesthésie locale, d'accord? Ou sous sédation. À titre d'exemple, chez nous, on fait une petite sédation au Valium. Par la suite, on met en place l'ouvre-bouche, on introduit l'adénotome et on fait notre adénoïdectomie. D'accord? Vu le nombre, il y a beaucoup de patients qui viennent consulter pour une adénoïdectomie. Donc, de ce fait, qu'est-ce qu'on propose? On propose de faire ça sous anesthésie locale ou avec des mèches de xylocaïne à 5%, donc une pulvérisation de xylocaïne à 5%. On mèche l'enfant et par la suite, on enlève les végétations. Donc, la majorité, pour conclure, je dirais que la majorité des rhinopharyngites sont d'origine virale et guérissent spontanément. Le caractère purulent ne justifie pas une antibiothérapie. L'antibiotique n'a pas d'indication sauf en cas de complications et la survenue de complications impose une antibiothérapie ou justifie l'antibiothérapie. Donc les AINS donc, et les corticoïdes ne trouvent pas leur indication sauf en cas de laryngite dyspnéisante. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez mon mail dr.hamdi.mounier@hotmail.fr. Vous pouvez me poser des questions sur mon mail, il n'y a aucun souci. Merci pour votre attention et bon courage.